Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au rendez-vous du vendredi soir, au rendez-vous de Sans aucun doute pour une émission exceptionnelle qui a demandé des mois et des mois d'enquête, ou du moins devrais-je dire de contre-enquête, puisque nous avons décidé d'intituler cette émission Contre-enquête et révélation. Vous allez voir au cours de ces 2 heures que la vérité que l'on vous sert parfois n'est pas toujours la bonne, c'est pour ça qu'il y a des contre-enquêtes et vous allez apprendre des choses tout à fait incroyables, avec à mes côtés bien sûr pour nous éclairer, Maître Didier Bergès. Bonsoir Didier. Bonsoir Didier. J'espère que vous serez suffisamment courageux car il est tard pour regarder cette émission jusqu'au bout, car comme vous allez pouvoir le constater à travers ce sommaire, c'est une émission très riche que nous vous proposons ce soir. Regardez. Ce soir, la contre-enquête sur l'affaire Omar Haddad. Un détective privé découvre des faits qui avaient échappé à la justice, procès bâclé ou manipulé, des révélations sur une affaire qui dérange. Le cas Omar Haddad est le cas quasiment unique où je mettrai ma main au feu que cet homme est innocent. Parce que toute l'accusation ne tient pas. Ce jeune homme a 16 ans sur la photo, aujourd'hui il en a 30. Il est en prison depuis 14 ans. Des recherches menées par ses proches font apparaître des indices qui laissent planer de sérieux doutes. Et si Patrick Dils était innocent? À mon avis, c'est la plus grosse erreur judiciaire qui peut y avoir. Mettre un enfant innocent en prison. Depuis 6 ans, Bernard Nicolas enquête sur la secte de l'Ordre du Temple solaire. Pour la première fois, il nous livre des éléments qui contestent la thèse du suicide collectif. On peut imaginer qu'il s'agit d'une mise en scène et qu'un assassinat a été transformé par une mise en scène en suicide collectif. Elle s'appelle Fred Romano. Elle était la dernière compagne de Coluche. Elle nous révèle ce soir des secrets sur la vie de celui que tout le monde admirait. Champion du monde de boxe hier, escroqué et ruiné aujourd'hui. Entre sexe, drogue et alcool, Christophe Thiozo nous raconte sa descente aux enfers. Quand je sortais, je buvais quoi? Je buvais, je sais pas moi, plus d'un litre de whisky dans la soirée, je buvais 1 litre, 2 litres, je sais pas. En un combat, Jamel Bourras devient champion olympique de judo. Il est au top de la célébrité quand on l'accuse de dopage. Ce soir, il nous raconte sa lutte acharnée pour retrouver son honneur. Il faut qu'on trouve la vérité, c'est tout. C'est comme ça. Et là, je crois qu'on a trouvé beaucoup de choses. Voici donc le sommaire chargé de cette émission Contre-enquête et révélation. Contre-enquête tout d'abord avec le Temple solaire. Nous retrouverons tout à l'heure Bernard Nicolas. Bernard, bonsoir. Bonsoir. Bernard Nicolas, journaliste à la rédaction de TF1, spécialiste des sectes. Nous retrouverons également 2 de ses collègues avec qui il mène une contre-enquête. Il a mené une contre-enquête sur l'affaire du Temple solaire. J'ai nommé messieurs Arnaud Béda et Gilles Boulot. Merci d'être avec nous ce soir. Car comme vous pouvez le savoir, le Temple solaire a fait 74 morts. Il y a eu une première enquête suisse où l'on a convenu qu'il s'agissait d'un suicide collectif. Et plus vous avez enquêté tous les 3, et moins cette thèse vous satisfait. Est-ce que plus vous avancez, moins cette histoire de suicide vous paraît peu cohérente? Peu cohérente, en tout cas, elle n'est pas élucidée complètement. Et ce n'est pas l'enquête française qui a éclairé ce dossier. Nous verrons, grâce au reportage et grâce à vos différents témoignages, que même en grattant un petit peu, ça remonte parfois très très loin. Nous aurons des révélations là-dessus tout à l'heure. Nous parlerons également de l'affaire Omar Haddad avec vous, Roger-Marc Moreau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes détective et à la demande de Maître Vergès qui défendait Omar Haddad, vous avez complètement mené cette contre-enquête qui est en passe, seul le juge bien sûr prendra sa décision, c'est à prendre au conditionnel, mais qui est en passe de complètement innocenter Omar Haddad. Vous avez découvert des choses que la police avait volontairement ou involontairement ignorées. Je ne mens pas en disant ça. Tout à fait. Nous avons donc étayé le dossier de la défense en vue de déposer un recours en révision devant la commission de révision des condamnations pénales de la Cour de cassation. En fouinant, vous avez trouvé des choses assez bizarres dont nous parlerons tout à l'heure. Faites beaucoup de découvertes. Et je pense que vous allez nous les montrer tout à l'heure. Bien sûr, grâce à un reportage. Nous parlerons de l'affaire du jeune Patrick Dils. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sa maman, madame. Oui. Votre fils est dans une situation pour le moins dramatique. Double meurtre, 2 enfants de 8 ans, assassinés de manière sauvage. Votre fils est accusé, condamné à perpétuité. Il entre en prison à l'âge de 16 ans. Cela fait 14 ans maintenant qu'il est en prison. Et un comité de soutien, car ses proches ont toujours été convaincus de son innocence, mène une contre-enquête. Et visiblement, dans cette contre-enquête, on découvre des
chose que l'administration n'avait pas découverte. Le procès va sûrement être réouvert et votre fils pourrait, là encore, je le dis au conditionnel, car c'est le juge qui en décidera, être innocenté, ce qui voudrait dire qu'il aura passé 14 ans en prison pour rien. Nous aurons des révélations et nous parlerons de la vie de Coluche avec celle qui est avec nous ce soir et qui a été sa dernière compagne. J'ai nommé Fred Romano. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez donc de sortir un ouvrage où vous parlez de ces 4 années de vie commune avec Coluche. C'est un ouvrage dans lequel il est question d'une grande histoire d'amour, la vôtre avec celle de Coluche, mais il y a également des éléments où vous attaquez quelque chose de très sensible pour les Français, puisque Coluche est une institution, aussi bien affective que comme artiste. Est-ce que sincèrement, vous n'avez pas peur d'avoir les foudres du pays entier en vous attaquant à un mythe comme celui-ci, car il y a des choses très dures dans ce livre sur Coluche? Petit 1, je n'ai jamais peur. Petit 2, je ne crois pas attaquer Coluche, je crois lui restituer une dimension qui lui a été soustraite et donc présenter un portrait particulièrement humain. Nous en parlerons plus en détail tout à l'heure si vous le voulez bien. Christophe Thiozot est avec nous. Christophe, bonsoir. Bonsoir. Christophe qui est déjà venu dans cette émission. Christophe, champion du monde de boxe, ça vous le savez, adoré des Français comme boxeur. Christophe arnaqué également, qui devrait être à la tête aujourd'hui d'une somme entre 10 et 30 millions de francs. Doublement arnaqué, nous en parlerons, nous y reviendrons, bien que nous ayons déjà enquêté là-dessus. Mais surtout Christophe qui aujourd'hui a décidé de dévoiler un petit peu ce qui a été sa vie de champion, avec aussi des révélations très dures, puisque vous n'hésitez pas et vous vous livrez complètement dans un livre où vous dites avoir eu notamment affaire au milieu de la nuit, à la drogue, etc. Nous avons à nos côtés également Jamel Bourras. Jamel, bonsoir. Bonsoir. Jamel qui restera tout au long de cette émission avec nous. Jamel qui, vous le savez, parce que toutes les télés, les radios, la presse en a parlé, c'était très très médiatisé, a été accusé de dopage. Et le combat maintenant de Jamel, je ne crois pas me tromper, de montrer à la planète entière que vous n'êtes pas dopé, qu'il y a eu une grosse mésentente là-dessus. Non, non, en fait, oui, enfin, je me défends tout le temps. Ouais. J'essaie de trouver ma vérité, mais c'est pas la plus importante. Non, bien sûr. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le livre que je viens de sortir, c'est surtout pour raconter un peu mon combat de tous les jours, parce qu'enfin, c'est puis raconter un peu mon histoire, comment on en arrive là. À la lecture de ce livre, on s'aperçoit que pour en arriver là, à cette médaille d'or, c'est aussi un combat de tous les jours dès qu'on est petit et qu'il a fallu se battre. Des identités un peu différentes qui nous font grandir, et puis voilà. On en parlera tout à l'heure également. Nous allons donc démarrer cette émission avec notre première affaire. Il s'agit de l'affaire Omar Haddad. Omar m'a tué. Vous vous rappelez tous de cette phrase, écrite avec du sang humain, une victime qui gît par terre, un jardinier qui est très rapidement accusé, un jardinier qui est emprisonné, et puis petit à petit, tout le monde qui commence à trouver cette enquête un petit peu louche. Maître Vergès, pas Bergès, puisque très souvent on confond les deux, l'autre, avec un V, prend donc l'affaire en main et demande à M. Moreau de mener une contre-enquête pour essayer d'innocenter Omar Haddad. M. Moreau va la mener, sa contre-enquête, et va découvrir des choses incroyables que la police avait volontairement ou involontairement pas découvertes. Je vous propose de regarder ce reportage passionnant de Stéphane Cassino. 2 février 1994, cour d'assises de Nice. Omar Haddad est accusé du meurtre de sa patronne, la richissime Ghislaine Marchal. Le verdict est sans appel. Jugé coupable, condamné à 18 ans de prison. Voici la maison du crime. C'est ici que Ghislaine Marchal a été retrouvée le lundi 24 juin 1991, sauvagement assassinée dans sa cave. Sur la porte, une inscription en lettres de sang qui semble vouloir désigner le coupable, Omar, le jardinier employé à la propriété depuis 5 ans. Quelques heures après cette macabre découverte, Omar Haddad est arrêté par les gendarmes et emprisonné. Depuis le jour de son arrestation, il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Une situation qui dérange, son avocat est persuadé que le procès a été manipulé. Condamner un innocent parce qu'il est étranger, parce qu'il est illettré, parce qu'il ne peut pas se défendre, pour couvrir quelqu'un de nanti et de protégé, c'est une honte. Que reproche-t-on à Omar Haddad? La thèse de l'accusation, c'est que Madame Marchal, agonisante, se serait barricadée dans sa cave et qu'elle aurait inscrit avec son propre sang 2 inscriptions. Sur la porte, Omar m'a tué, avec la faute que l'on connaît. À 6 mètres de là, une 2e inscription, inachevée, Omar m'a tué. Madame Marchal a-t-elle eu la force d'écrire aussi lisiblement ces 2 phrases alors qu'elle était poignardée et dans le noir total? Et pourquoi cette faute d'orthographe, elle qui était si cultivée et passionnée par les mots croisés? Est-ce bien elle qui a écrit sur le mur? Maître Vergès n'y a jamais cru. Il affirme qu'Omar Haddad est victime d'une machination organisée par l'assassin. Le cas Omar Haddad est le cas quasiment unique où je mettrai ma main au feu que cet homme est innocent.
Parce que toute l'accusation ne tient pas. Malgré les doutes qui subsistent, le temps passe et Omar Haddad continue à purger sa peine, emprisonné pour 18 ans. Jusqu'au jour où un miracle va se produire, le 4 septembre 1998, après 7 ans de détention, Omar Haddad est libéré. Il bénéficie d'une liberté conditionnelle et d'une grâce présidentielle, libre mais toujours considéré coupable. Votre combat n'est pas terminé? Il n'est pas terminé, bien sûr. C'est-à-dire que vous tenez toujours à prouver votre innocence? Bien sûr, parce que c'est... Moi, je trouve que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Ah ben, il faut tous ensemble, on ne laisse pas la justice à faire des choses pareilles. Cette liberté conditionnelle, Jacques Vergès en avait fait la demande depuis plusieurs mois. En l'accordant, le garde des Sceaux donne une deuxième chance à l'avocat qui affirme détenir les preuves formelles de l'innocence d'Omar Haddad. La prochaine étape qu'il souhaite, la révision du procès, pour que la justice reconnaisse selon lui les erreurs commises lors du premier jugement. Il a sa liberté aujourd'hui, maintenant il s'agit de lui restituer son honneur. Pour rassembler les preuves de l'innocence d'Omar Haddad, Jacques Vergès a fait appel à un détective privé spécialisé dans les contre-enquêtes pénales. En enquêtant, nous nous sommes rendus compte que l'instruction avait été menée en dépit du bon sens. Des pistes n'avaient pas été exploitées, des personnes n'avaient pas été entendues, des témoins essentiels auxquels on n'avait même pas demandé leur alibi le jour du crime. Et nous avons donc fait tout ce que les services administratifs n'avaient pas jugé utile de faire à l'époque. Premier point, l'analyse des lettres de sang. Déjà à l'époque du procès, la version selon laquelle Madame Marchal aurait écrit elle-même sur le mur n'avait pas convaincu tous les jurés. Pour sa contre-enquête, le détective Moreau a fait appel à 12 experts en écriture. Tous sont formels, les lettres n'ont pas été écrites par Madame Marchal. Les experts ont immédiatement constaté que la qualité du graphisme était telle que ça ne pouvait pas être fait de la main d'une femme qui avait reçu 17 coups de couteau, qui était éventrée, égorgée, qui avait un doigt coupé et qui avait reçu 5 coups de chevron sur le crâne, qui avait provoqué un œdème cérébral. Et en plus, les lettres parfaitement alignées. Et certaines lettres retouchées. Non, nous sommes là en pleine extravagance. Et comme il s'agit de la liberté d'un homme, de son honneur, je dis pas seulement en pleine extravagance, en plein scandale. Sur la première inscription inachevée, des traces d'empreintes de la victime ont été retrouvées, pas sur la seconde. En fait, ce que nous pensons, c'est que la première inscription Omar Mat a été faite avec la main de Madame Marchal, c'est-à-dire avec le cadavre de Madame Marchal. Et c'est pourquoi cette inscription, vous savez, c'est pas facile de manier la main d'un cadavre. Donc cette inscription est très mal faite, on peut à peine, elle est presque illisible. On peut imaginer que les assassins se sont dit, on va peut-être pas bien comprendre ce que l'on voulait dire. On va donc le refaire, mais cette fois en l'écrivant de manière très nette. Et cette fois-ci, ils ont pris des gants. Et c'est pourquoi dans cette inscription totale, Omar m'a tué, on ne retrouve pas les crêtes digitales des doigts, ni de Madame Marchal, ni de personne d'autre. Deuxième point, pourquoi le corps de la victime a-t-il été incinéré quelques jours à peine après l'autopsie, empêchant ainsi toute contre-expertise? Plus troublant encore, lors du procès, 3 experts avaient fixé la date de la mort de Madame Marchal au lundi 24 juin 1991, mais ce jour-là, Omar avait un alibi. Il était à Toulon, auprès de sa famille, pour célébrer une fête religieuse. Le juge avait parfaitement constaté cette incohérence. Dans un des rapports, moi je m'en étais rendu compte, alors je l'avais écrit tout de suite en disant mais comment ça se fait, vous êtes trompé d'un jour dans votre rapport. Alors donc selon le juge, les médecins légistes se sont trompés de date. En pleine instruction, on invoque une faute de frappe. La date du décès est alors fixée au dimanche 23 juin, lorsque l'emploi du temps du jardinier est un peu plus flou. Le matin, il travaillait dans cette propriété. Il affirme être rentré chez lui pour déjeuner. S'il s'était rendu chez Madame Marchal, il serait forcément passé par cette impasse au moment même où Monsieur Vellard discutait avec un ami. Nous étions là entre midi 10 ou midi moins 5, midi et quart, Jean-Claude Goldstein et moi-même, et nous n'avons pas vu passer Omar. Ceci, je suis affirmatif à 100%. Quelqu'un qui venait d'où il travaillait, il devait obligatoirement passer devant chez nous. Pourquoi Omar Haddad aurait-il tué sa patronne? Pour lui dérober 2000 francs alors qu'elle le rémunérait 8000 francs par mois? D'autre part, pourquoi n'a-t-on pas retrouvé la moindre trace de sang sur ses vêtements? Et puis regardez cet objet, c'est le gourdin avec lequel l'assassin a assommé la victime. Les empreintes digitales n'ont jamais été relevées et ce gendarme le saisit à pleine main.
Tout au long de l'instruction, l'enquête a été, selon Maître Vergès, orientée pour accuser Omar, même si les preuves semblaient de moins en moins fiables. 9 ans après les faits, Omar Haddad accepte de nous recevoir pour raconter son arrestation. La première question, je rappelle bien, la première question qu'elle m'a posée, elle m'a dit pourquoi tu as tué Madame Marshall? Et cette question à l'époque, j'ai rien compris. Et après, comme je parle mal, très très mal le français, j'ai demandé à un gendarmerie, un interprète. Comme ça, on se comprend. Qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que le questionnement pose. Et le gendarmerie, ils me refusé interprète. Le mot de départ, j'ai dit, c'est pas moi, parce que je suis sûr de moi, c'est pas moi. Ça y est, pour moi, il n'y a pas le doute. Je sais bien, c'est pas moi. Et c'est vrai, le jour, le 2 février 1994, à la cour d'assises à Nice, le procès il a commencé, il a resté une dizaine de jours. Moi, dans ma tête, c'est la quête. Moi, jamais j'ai pensé à la justice française à me condamner à 18 ans de prison pour rien. Jamais j'ai pensé à ça. Omar Haddad est-il coupable? Dans son rapport de contre-enquête, le détective Moreau affirme le contraire. Il va même plus loin. Il certifie connaître le véritable assassin. Nous avons réuni un faisceau de présomptions qui met en cause des personnes proches de Madame Marshall et ces personnes ont cru bon de voir se constituer de faux alibis. Et également, nous avons démontré que ces personnes avaient un profil qui pouvait leur permettre peut-être d'avoir commis ce type de crime. Et puis troisièmement, nous avons démontré également qu'ils avaient des mobiles pour l'avoir commis et pour pouvoir avoir fait également accuser un tiers, c'est-à-dire Omar Haddad. Dans ce crime affreux, il fallait chercher dans deux directions. À qui profite le crime? Omar n'était pas l'héritier de Madame Marshall. Il fallait chercher qui, dans son entourage, parmi ses familiers, avait intérêt. Et on n'a pas voulu chercher dans ce milieu internationalement huppé. Il y avait le petit jardinier illettré qui travaillait à droite et à gauche pour faire 5 ou 6 000 francs ou 7 000 francs par mois. C'était le condamné idéal. Les proches de la victime détiennent peut-être l'explication de ce meurtre. En menant son investigation, le détective rencontre l'ex-majordome de Madame Marshall qui lui fait une révélation de la plus haute importance. Et Madame Marshall, un mois avant son décès, va voir cet homme et va se confier à lui. Elle va lui faire part de craintes qu'elle éprouve vis-à-vis d'un de ses proches, qui la menace de mort. Et elle va lui dire, si un jour il m'arrive quelque chose, il faudra que tu le dénonces. Eh bien, cet homme, à l'époque, son témoignage n'avait pas été relevé par les services administratifs. Deuxième témoin capital, Liliane, la femme de ménage de la victime. Au moment du meurtre, elle affirme que Madame Marshall lui avait donné un congé exceptionnel de 2 jours. Le détective l'a rencontrée. La femme de ménage à qui les services administratifs n'avaient pas cru bon devoir lui demander ne serait-ce qu'une seule fois quel était son alibi. C'est dire si l'enquête était dirigée uniquement et exclusivement à charge contre Omar Haddad. Car ce témoin essentiel qu'était la femme de ménage, personne ne lui demande où vous trouviez-vous le jour du meurtre. Vous aviez été entendu, vous, à l'époque, par un juge, par le juge Renard dans l'affaire? Vous aviez été dans son cabinet de juge en tant que témoin, non? Non, non. Dans l'instruction? J'ai toujours été dans la gendarmerie. C'est uniquement les gendarmes qui vous ont entendu? Oui, oui. Pourtant, à cette époque, elle fréquente un homme surnommé Pierrot, qui a déjà été emprisonné pour meurtre. Il est pénible quand il boit. Il est terrifiant. C'est vrai? Très. C'est-à-dire, il peut être très violent? Très violent. Ça, oui. Et vous pensez qu'il serait capable de tuer quelqu'un dans cet état-là ou quoi? Quand il est sous? Ouais. Oui. Dernier témoin essentiel, le détective le retrouve en Tunisie. Il s'agit d'un maçon qui travaillait dans la maison qui jouxte celle de Madame Marshall le lundi 24 juin. Il est certain d'avoir entendu quelqu'un dans la propriété de la victime. La femme qui est là... Il y avait une femme dans la maison? Il y a une femme. Comment le savez-vous? Parce que c'est elle qui a répondu qui est là. Qui est là? Qui est là, Elle a répondu comment? Par l'interphone ou de vive voix? De voix, de vive voix. Oui, de vive voix. 4x4 qui est dans la maison. Un 4x4? Oui. Garé devant? Oui. Non, pas devant, dans la maison. Dans la cour de la maison? Dans la cour de la maison.
Le soir même de la découverte du corps, cet homme avait confié son témoignage aux gendarmes qui ont préféré agir avec lui d'une manière incompréhensible. Ce témoin dit aux gendarmes qu'il y avait du monde. Les gendarmes lui demandent ses papiers. Il n'est pas en règle. Il lui dit, si dans un mois tu n'es pas foutu le camp, on te coffre. Et il s'en va. Et quand on demande au parquet de le citer, le parquet le fait faire par les gendarmes, et les gendarmes donnent une réponse, on ne sait pas où il habite, alors qu'ils savent parfaitement qu'ils l'ont forcé à aller en Tunisie, qu'en Tunisie il a une adresse qu'eux aussi connaissent. Aujourd'hui, le rapport de contre-enquête est entre les mains de la commission de révision. Elle peut décider de ne pas en tenir compte ou de rejuger l'affaire. En attendant, l'ex-jardinier refait sa vie entre Marseille et Toulon, mais ce n'est pas tous les jours facile quand on s'appelle Omar Haddad. Et pour pas dire je vais comme tout le monde, c'est pas vrai, mais j'essaye, je vais faire comme tout le monde, mais c'est très très difficile pour moi. Je suis libre, mais toujours dans ma tête, je suis encore derrière les barreaux. Au départ, je conçois que des esprits simples et puis penser que cette inscription était un élément décisif. Mais quand on persiste dans l'erreur, alors qu'on sait que ce n'est plus une erreur, il ne s'agit plus d'une erreur, il s'agit d'un crime judiciaire. Et l'affaire Omar Haddad est l'histoire d'un crime judiciaire. Le reportage de Stéphane Cassino sur cette contre-enquête de Roger-Marc Moreau auquel vous avez participé, Bernard Nicolas. Alors, il y a deux points. Il y a l'analyse graphologique, enfin toute la partie graphologique avec le fameux Omar Mathieu, et puis les différents interrogatoires des proches. Parlons d'abord de cet aspect graphologique d'Omar Mathieu. Est-ce qu'aujourd'hui, de manière définitive, on est capable de dire ce n'est pas la victime qui a pu écrire ça? Les enquêteurs, c'est-à-dire les gendarmes, sont partis du postulat que c'était forcément Madame Marchal, l'auteur de l'inscription accusatrice. Nous avons donc remis en cause ce postulat. En effet, cela reviendrait à dire que n'importe qui pourrait tuer une personne et marquer à côté du corps le nom d'un tiers. Eh bien, ce tiers serait immanquablement incarcéré et ne pourrait plus rien faire pour se disculper. C'est ce qui est arrivé à Omar Haddad. Mais on se croirait dans un mauvais feuilleton. Est-ce que ça veut dire que quand on découvre le cadavre de cette personne, il y a immédiatement des consignes qui sont données? Étouffez-moi tout ça, c'est Omar Haddad qu'il faut accuser? C'est comme ça que ça se passe? Mais écoutez, c'est un cas peut-être un petit peu particulier tout de même, parce que nous avons affaire à une sphère qui fait que c'est une famille très honorablement connue, qui a de très grandes relations. Alors effectivement, le traitement qui va être accordé à cette affaire va être un petit peu différent. D'accord. Maître Bergès, je vais d'abord poser une question à Jamel et je vous en pose une après, puisque sur la grâce présidentielle, je vous ai vu réagir, Jamel, pendant ce reportage et vous semblez assez indigné par tout ce que vous avez vu. Bah oui, c'est clair, c'est triste, quoi. Comment on peut être aussi bête que ça? Comment on peut accuser? Comment on peut être aussi dur? C'est n'importe quoi, je veux dire. C'est n'importe quoi, cette histoire. Moi, quand j'ai appris ça, on met un mot... déjà, une personne qui est en train de mourir... À mon avis, elle cherche à respirer. Elle cherche à se débattre pour vivre. Elle va pas mettre, oui, j'ai le temps, je prends mon sang, je mets Omar m'a tué. Ça, je n'arrive pas à comprendre comment il y a des personnes qui gèrent tout ça, ont réussi à être aussi bêtes. À mon avis, c'est pas de la bêtise parce que ça a été de la trahison et ça a été, comme il l'a dit tout à l'heure, la... Jamel, sans faire un débat, ce n'est pas le moment ni le thème de l'émission sur le racisme, mais s'il s'était appelé Pierre Dupont, vous pensez que les choses auraient été un peu différentes? Non, je pense pas. Ça aurait pas été différent, sauf qu'il fallait... Il fallait un bouc émissaire, enfin il fallait une personne pour... Voilà, je pense pas que ça soit un problème de racisme. Alors, question de droit maintenant, Didier Bergès. Il a été gracié, c'est-à-dire qu'avec l'accord du garde des Sceaux, le président Chirac a décidé de le faire sortir de prison. Ça se passe comment, une grâce présidentielle? Ça se décide comment? On a dans la méconnaissance du président de la République, c'est lui qui décide seul. Et il prend pas tellement l'accord du ministre de la Justice. Il requiert effectivement, il y a l'avis du ministère de la Justice qui fait un rapport. La grâce est instruite par le garde des Sceaux. C'est le président de la République qui décide de gracier ou pas gracier. C'est non motivé. Il n'a absolument pas à se justifier. C'est un pouvoir exceptionnel qui est hérité un peu des rois de France. On gracie. Mais c'est pas du tout satisfaisant pour un homme comme Omar Haddad. Ça veut dire que le fait qu'il ait été gracié, ça veut pas dire qu'il est innocent. Mais oui, c'est ça qui est pas acceptable. Bon, il est libre, mais il est libre avec toujours l'accusation de ce crime. Il est toujours réputé coupable de ce crime.
c'est quoi cette liberté avec ce Dans le reportage, panneau. il dit, dans ma tête, je suis toujours derrière le barreau. Oui, Vergès dit très bien, très justement, il s'agit pour lui de retrouver sa dignité et son honneur. Donc la grâce présidentielle, c'est très bien pour un coupable. C'est pas acceptable pour un innocent. En tout cas, ce reportage c'est toujours mieux que rien, déjà. a au moins eu un mérite, c'est que maintenant, nos téléspectateurs vont enfin pouvoir faire la différence entre Bergès et Vergès, car la confusion dure maintenant depuis 6 ans. Avant de passer à autre chose, Bernard Nicolas, c'est vous qui avez... Vous avez été l'un des premiers, d'ailleurs, peut-être même le seul ou le premier, à avoir interrogé cette femme de ménage. Vous aviez senti qu'il y avait, vous aussi, du louche là-dessous? J'étais un peu dans le sillage de Roger-Marc Moreau, effectivement, qui avait soulevé ce manquement dans l'enquête. Moi, cette affaire m'a intéressé parce qu'elle me rappelait une affaire qui m'a passionné et qui me passionne toujours, qui est l'affaire Seznec, où on avait au départ... Voici plus de 70 ans, une hypothèse de départ. Il fallait que tout dans l'enquête converge vers Guillaume Seznec à l'époque, Omar Rada d'aujourd'hui. Et je m'aperçois qu'en 70 ans, la justice de ce côté-là n'a fait aucun progrès. Dans le même sens, Julien Bruin-Artois, c'est pareil. On a un juge qui veut dire « je me paye le notaire ». Il a tout axé son enquête sur le notaire. Puis finalement, il était pour rien. On recueille les aveux d'un jeune Jean-Pierre pour aboutir à un acquittement. C'est-à-dire que chaque fois que dans une enquête judiciaire, policière, on ne vise qu'une cible au lieu de vérifier tout, on a toutes les chances de se tromper. Dans le deuxième reportage que vous allez voir maintenant, vous allez voir également qu'on peut faire avouer un peu n'importe qui, n'importe quand. Omar Rada, de contre-enquête pour la révision d'un procès manipulé. Roger-Marc Moreau, Christophe Deloire, vous n'avez eu qu'un petit aperçu des différentes révélations que peut faire Monsieur Moreau dans ce reportage. Le tout est dans cet ouvrage. Donc maintenant, on attend quoi? La révision? Maintenant, nous visons effectivement d'obtenir la révision du procès d'Omar Haddad, de manière à lui rendre son honneur, et de manière également peut-être à le dédommager, car Omar Haddad a quand même souffert énormément. Il a fait 7 ans, 2 mois et 8 jours, ajoute-t-il, toujours de prison, durant lesquels il a fait une très longue grève de la faim. Il s'est tailladé les poignets. Il essayait de proclamer son innocence du fond de sa cellule. C'est une question que l'on pourra poser à Maître Bergès dans quelques instants, parce que s'il est question d'indemnisation dans le cas, je dis bien dans le cas où le juge décide que votre fils, madame, est innocent, alors il faudra qu'il y ait une belle indemnisation, puisque le fils de madame est maintenant en prison depuis 14 ans. Il a été mis en prison à l'âge de 16 ans, et une contre-enquête que vous allez voir maintenant pourrait, tout ceci bien sûr au conditionnel, mais vous allez voir qu'il y a des faits quand même très étranges dans ce reportage de Karen Abouab. Les faits vous sont rappelés maintenant, ainsi que la contre-enquête. Regardez attentivement. 28 septembre 1986, la petite ville de Montigny-les-Metz, dans l'est de la France, est sous le choc. Sur le ballast qui borde la voie ferrée sont retrouvés les corps de 2 enfants, âgés de 8 ans, Cyril et Alexandre, sauvagement assassinés, les crânes fracassés à coups de pierre. Durant 8 mois, l'enquête va piétiner jusqu'à l'arrestation d'un jeune voisin des lieux du crime, Patrick Dils, alors âgé de 16 ans. Il sera jugé et condamné sur ses seuls aveux, faits en garde à vue et sans preuve matérielle, le 27 janvier 1989 à la réclusion criminelle à perpétuité. La plus lourde peine jamais infligée à un jeune mineur. Incarcéré depuis bientôt 14 ans, Patrick Dils n'a jamais cessé de clamer son innocence en signant toutes ses lettres par ces 2 mots pathétiques, l'innocent est compris. C'est tout simplement l'innocence qui me tient debout et qui me donne la force chaque jour, chaque matin, de me lever et puis de continuer mon combat pour cette innocence. Mais paradoxalement pour ses parents, qui depuis près de 14 ans lui rendent visite chaque semaine au parloir, le savoir innocent en prison est presque plus terrible à vivre que s'il avait été coupable, chose qu'ils n'ont jamais imaginée. À mon avis, c'est la plus grosse erreur judiciaire qui peut y avoir. Mettre un enfant innocent en prison. C'est la pire des injustices. Il n'y a pas de mot assez fort. Oui. S'il avait été coupable, ça aurait été beaucoup plus facile pour nous d'accepter. Oui. Parce que c'était une peine méritée à ce moment-là. Et chaque matin, depuis près de 5000 jours que leur enfant est en prison, ils imaginent le pire. Alors moi aussi, j'ai eu très peur à un moment donné. Il était tout seul, il ne savait pas à quoi se raccrocher. On ne pouvait pas le voir, on nous a interdit de le voir. C'était très dur pour lui. Première lueur d'espoir pour la famille Dils, le 21 juin 1999, la commission de révision des peines décide de transmettre le dossier à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui choisira prochainement ou non d'annuler la condamnation de Patrick et de le rejuger ou même carrément l'acquitter. La réouverture du dossier a été possible grâce à l'apport de nouveaux éléments capitaux, résultat d'un travail de longue haleine mené par l'avocat, mais aussi le comité de soutien, emmené par Jean-Claude, un ami d'enfance de Patrick. Avec son épouse et les membres du comité, Jean-Claude a repris le dossier d'instruction point par point. Lorsque ma femme Marie-Claire s'est
vraiment attelé à décortiquer le dossier de Patrick. Et là, on a donc remarqué différentes choses qui nous paraissaient, nous, suspectes, voire incohérentes pour nous qui étions complètement novices. Novices mais déterminés à sortir Patrick de prison, ils vont mener durant plusieurs mois une véritable contre-enquête. Puis afin de mettre toutes les chances de leur côté, ils conseillent aux parents d'Ils de s'adresser à un nouvel avocat, Maître Florent, à qui ils présentent le résultat de leurs investigations. Quand j'ai pris connaissance de ce dossier et que j'en ai fait la synthèse, c'est qu'à part les aveux de Patrick Dils, il n'y a aucune preuve objective de la participation à ce double crime. Il n'y a aucun témoin, il n'y a aucune preuve scientifique comme il pourrait y en avoir par des tests ou des relevés de sang ou d'ADN sur ses vêtements. Il n'y a aucun mobile, et ça je continue de penser à travers ma profession d'avocat, qu'à moins de tomber sur un fou, il n'y a pas de crime sans mobile, ça n'existe pas. Et cela s'ajoutait aussi à de nombreuses incohérences dans le dossier. Maître Florent accepte donc l'affaire en 1996 et va lui aussi mener sa contre-enquête afin de trouver des éléments nouveaux susceptibles d'obtenir la révision du procès. Voici les incohérences qui le confortent dans la certitude que Patrick ne peut en aucun cas être l'auteur de ce double assassinat. Alors ces aveux ils ne sont pas crédibles pour au moins deux raisons. La première raison, c'est qu'avant lui, deux autres personnes majeures ont avoué également le même double crime. Donc il faut bien comprendre que Patrick Dils est la troisième personne qui avoue ce double crime. Et ces aveux ne sont pas crédibles non plus, car ce sont les aveux d'un jeune mineur en état de stress, de vulnérabilité, d'infériorité évidente du fait de la pression qui existait à l'époque dans les services de police, dans la magistrature, dans la presse, dans l'opinion publique, justement révoltée par ce double crime. Et ce sont des aveux qui arrivent après 48 heures de garde à vue. Non seulement ce sont des aveux après les aveux de deux autres majeurs, mais en plus ce sont des aveux qui ont été rétractés immédiatement et qui n'ont jamais été reproduits. Mais avant qu'il ne se rétracte dans la foulée des aveux, Patrick Dils s'est prêté à une reconstitution. Lors de cet exercice, la police attend de l'inculpé qu'il refasse avec exactitude les gestes qu'il dit avoir accomplis au moment du crime. Le comité de soutien s'est également penché sur le dossier, faisant état de la reconstitution. À partir de ce lampadaire, un petit peu en biais, voilà, 14 mètres. Et on va se retrouver sur les lieux du crime. Nous avons refait le chemin que Patrick a dit dans ses PV de la reconstitution, de sa première comparution. Et vous voyez, à aucun moment, Patrick atterrit là où les enfants ont été tués. Les enfants, d'après les témoignages de Patrick, une fois c'est là, une fois c'est là. Alors que les enfants ont été tués là. Il situe toujours l'endroit du meurtre entre deux voies de chemin de fer. Or, ce meurtre s'est passé entre une voie et les taillis. Un autre point qui nous a également paru curieux, c'est le fait que la tête d'un des enfants était enfoncée de 8 cm dans le sol, suite, toujours d'après les aveux de Patrick, de 2 coups de pierre, un peu comparables à celle-ci. Et nous avons essayé de refaire le geste de Patrick en frappant sur un caillou qui matérialiserait la tête et de voir si, en frappant sur le caillou, on arrivait à enfoncer le caillou de 8 cm dans le sol. Donc si on n'arrive pas à le faire avec un caillou dur, a fortiori on ne peut pas le faire avec un crâne humain qui est plus tendre. En un mot, la reconstitution a été pour l'accusation une catastrophe puisqu'elle ne correspondait absolument pas à la réalité du double assassinat. Et encore moins aux aveux, ce qui montre bien que les aveux n'étaient pas conformes à la réalité. Lorsque le médecin légiste relève le corps des deux enfants martyrisés au mois de septembre 1986, il fixe l'heure de la mort, comme c'est son métier, et à cette heure-là, Patrick Dils est à quelques centaines de kilomètres avec son père, sa mère, dans sa maison de campagne, en présence de nombreux témoins. Durant les 8 mois d'enquête, l'heure du décès des enfants est fixée entre 17h et 18h. Mais voilà qu'à la période où Patrick Dils s'est arrêté, un témoin résidant à 200 mètres des lieux du crime dit se souvenir avoir entendu des pleurs d'enfants vers 18h45, le soir du drame, soit 8 mois plus tôt. Notre contre-enquête nous a amené à essayer de vérifier la véracité donc, de ce témoignage et nous sommes placés dans les conditions qui étaient à l'époque le soir, en criant là où les enfants ont été trouvés, savoir si on pouvait entendre donc, les cris de cette maison. Et c'est quasiment impossible vu la circulation qu'il y a sur la route à grande circulation qui passe juste derrière la maison.
Et c'est pourtant sur ce seul témoignage que l'heure du crime sera changée et fixée cette fois vers 19 h, heure à laquelle Patrick n'a plus d'alibi. Pourquoi avoir modifié cette heure tardivement et comme par enchantement, ce qui permet, je dirais, de retirer l'alibi de Patrick Dils et par là même de l'arrêter et de le mettre en examen pour ce double crime. Rappelons que ces crimes ont été perpétrés avec une telle violence que les enquêteurs ont observé dans un rayon de 1 mètre autour des corps des 2 victimes des projections de sang et de fragments osseux. Ce qui signifie que l'assassin était forcément maculé de sang de la tête aux pieds. Or, personne n'a vu Patrick couvert de sang. Ce soir-là, normalement, ses vêtements auraient dû être tachés de sang, mais non seulement ses vêtements, mais ses mains, sa figure, ses cheveux. Chaussures. Les chaussures, tout... Il aurait dû être couvert complètement de sang. Si j'avais eu le moindre doute et si j'avais remarqué des taches de sang sur les habits, je l'aurais dit, et je l'aurais dit à la police et j'aurais dénoncé Patrick. Non seulement le dossier d'instruction ne présente aucune preuve à charge de Patrick Dils, mais fait troublant, le comité de soutien a remis la main sur 2 procès-verbaux présents dans le dossier, mais passés sous silence à l'époque de l'instruction. L'un est le témoignage d'une personne qui dit avoir rencontré un homme plein d'éclaboussures de sang sur sa chemise et ses mains. L'autre témoin décrit un homme grand, édenté, portant de grosses lunettes et circulant à vélo. Alors pourquoi ces témoignages dont les descriptions ne correspondent nullement au signalement de Patrick Dils n'ont-ils pas été soulignés alors qu'il s'agissait d'éléments à décharge? Là encore, le comité de soutien s'interroge. Mais l'élément capital et surtout nouveau qui a motivé la demande en révision du procès est la présence sur les lieux et à l'heure du crime d'un tueur en série. Francis Holm, inconnu à l'époque des faits, il a été depuis condamné 3 fois, dont 2 à perpétuité, et mis en examen dans de nombreuses affaires criminelles. Au cours d'un interrogatoire concernant une autre affaire, il raconte spontanément un incident dont il dit avoir été témoin dans l'Est de la France, assorti de nombreux indices très précis. Il s'agit bien là du double crime de Montigny. Les propos de Francis Holm étaient très précis en ce qu'il avait parlé à M. Abgral d'un double crime dans la région Est, portant sur 2 enfants, avec des voies ferrées, avec un pont, avec des pierres qui auraient été jetées par les enfants, le tout avec des pompiers, de la police, force attroupement et des poubelles industrielles. Il précise bien également être passé à vélo, avoir vu les enfants et avoir reçu de leur part un certain nombre de pierres sur la tête. Donc il donne des éléments extrêmement précis. Et encore, cet été, lorsqu'il a été réentendu à Nancy, il a encore complété ses dépositions, notamment en expliquant comment on pouvait accéder au talus, par quel chemin précis on pouvait accéder aux enfants sur la voie ferrée. Cette présence sur les lieux et à l'heure du crime, inconnue à l'époque des faits, permet-elle ou non aujourd'hui de douter de la culpabilité de Patrick Dils? C'est la question à laquelle devra répondre prochainement la Cour de cassation. Sachant que ce qui nous intéresse, c'est qu'elle déclare non pas Francis Holm coupable de ce crime, elle n'en a aucun pouvoir et ce dernier bénéficie de la présomption d'innocence comme tout Français, mais qu'elle déclare Patrick Dils innocent du double crime de Montigny et qu'elle lui rende son honneur, sa liberté et si possible sa jeunesse. 13 années passées en prison, ça ne se rattrape pas. C'est du temps qui est consumé, c'est du temps qui est gaspillé. C'est quelque chose que l'on m'a volé et que je ne pourrai plus jamais rattraper. Et puis surtout de montrer aux autres que je ne suis pas la personne qu'on a décrite depuis plus d'une décennie. Le nom Dils, c'est pas associé à la crapulerie, à l'horreur, au massacre. Non. Les Dils, ce sont des gens qui sont tout à fait respectables. Et ça, je mettrai un point d'honneur à le démontrer, non seulement à la France, mais au monde entier. Quand il est entré en prison, c'était un adolescent. Il est aujourd'hui derrière les barreaux et il a une 30aine d'années. Heureusement, madame, qu'il y a des particuliers qui ont bien voulu jouer les détectives et qui ont découvert ces choses que la police n'a pas été capable de découvrir. Ah oui, ces membres ont été très importants pour nous et ils nous ont soutenus pour découvrir la vérité. Quand votre fils avoue aux gendarmes qu'il est coupable, ça vous a surpris? Au départ, oui. J'ai quand même été surpris. La police m'a appelé. J'ai été dans le bureau. Patrick m'a dit « Maman, c'est moi qui a fait le coup. » J'ai dit « Mais t'as été interrogé tellement longtemps que t'es capable de dire n'importe quoi. » J'ai voulu lui demander « Explique-moi comment t'as fait. » Les policiers l'avaient déjà emmené, puis il était déjà dehors. J'ai pas pu lui poser une seule question. Il n'a même pas pu dire bonjour à son père ni embrasser son père dehors. Si le juge, je dis bien si, car c'est lui seul qui prendra cette décision, décide qu'il est innocent et le remet en liberté, vous pensez qu'il pourra se reconstruire une vie normale? Ça, il aurait du mal. Mais il a une force de caractère qu'il arrivera à reconstruire sa vie. Et vous-même, ces 14 ans, vous les avez vécus comment? Ça a été un cauchemar pour nous. Tous les jours, on en parle, tous les jours, on essaye de découvrir quelque chose, de trouver quelque chose.
Comment expliquez-vous alors que tout est convergé vers lui, qu'on soit passé à côté d'autant de choses? Pourquoi? Il fallait quelqu'un? Ça, il fallait quelqu'un. Ouais. Je ne comprends pas non plus pourquoi que la juge n'a pas voulu nous laisser voir Patrick pendant 2 ans. Oui, c'est pourquoi? Elle en a le pouvoir? Bien sûr qu'elle en a. Elle en a le pouvoir, mais il ne faut pas dans une affaire comme celle-là, c'est absolument pas justifié. Ouais. Vous n'étiez pas susceptible d'être complice d'un tel agissement. Dans le cas, et prenons un cas d'ailleurs X, où l'on fait sortir quelqu'un, on s'aperçoit qu'il a passé 14, 15, 20 ans en prison pour rien. Est-ce qu'il y a dédommagement dans ces cas-là? Comment ça se passe? Il y a 2 hypothèses, il y a dédommagement. C'est lorsqu'il y a une simple détention provisoire qui peut durer plus ou moins longtemps, parfois très longtemps. Vous pouvez, lorsque vous êtes innocenté, en quelque sorte, demander une indemnisation. Le deuxième cas, c'est le procès en révision. C'est-à-dire lorsqu'effectivement, il y a procès en révision qui est ordonné et que vous êtes à ce moment-là déclaré innocent, vous pouvez indiscutablement, dans la même condition, obtenir d'une fameuse commission d'indemnisation de la détention, obtenir des dommages-intérêts qui sont à la charge de l'État, c'est-à-dire de chacun d'entre nous. Ne demandez pas le montant des indemnités, ça change d'un cas à un autre. Ça peut être plusieurs millions, ça peut être des broutilles. Et ça ne remplace pas 14 ans d'existence. Alors, Madame Dils, votre époux est avec nous. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Monsieur, comment avez-vous fait, vous, pendant ces 14 ans pour tenir? Je suppose qu'on doit avoir plein de haine en soi. Oh, oui. Surtout la haine. Hein. On savait que ce n'était pas notre fils. Hein. Que la justice, pendant 2 ans, on n'a pas eu le droit de le voir. Hein. Et la juge d'instruction nous a dit, quand on était sur son bureau, vous le verrez jamais, point final, c'est tout. Ouais. Il y a une autre question que j'aimerais poser à Maître Bergès, Monsieur Dils, si vous me le permettez, c'est qu'est-ce qui permet de réouvrir un dossier une fois qu'il a été jugé? Alors, la procédure en révision est enfermée dans 4 cas bien précis. Le premier cas qui me vient à l'esprit, c'est le cas de la victime qui a disparu. On n'a pas retrouvé le corps, vous êtes poursuivi pour assassinat, mais on ne connaît pas votre victime. Et puis un beau jour, la victime, elle revient d'Amérique du Sud, elle dit non, personne ne m'a tué. Donc là, évidemment, il n'y a pas eu de meurtre, donc on réouvre le procès. Le cas le plus fréquent, je ne vais pas tous vous les passer en revue, il y a l'histoire du faux témoignage, il y a plusieurs règles. C'est lorsqu'il y a un élément nouveau, surgit dans le dossier, apparaît, et qui permet de dire il y a doute. Et donc là, et c'est soumis vraiment à l'appréciation souveraine de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statue en matière de révision, là, effectivement, il faut vraiment que ce soit un élément nouveau. Le cas de quelqu'un qui a enfin la preuve de son alibi, alors qu'il avait déjà invoqué un alibi, ce n'est pas considéré comme un élément nouveau. Il faut que ce soit un fait qui n'ait à aucun moment été évoqué dans l'enquête. Bon, je dis appréciation souveraine de la Cour de cassation, puisque de toute façon, il n'y a pas de recours au-delà de sa décision. Donc même si ce n'est pas un élément tout à fait nouveau, un élément déterminant de fait va certainement l'amener à réouvrir. Madame Dils, donc normalement, ça devrait être jugé quand tout ceci? Très bientôt. Très bientôt. Nous donnerons bien sûr à nos téléspectateurs des nouvelles et je vous souhaite beaucoup de courage ici, là, en tout cas, Madame Dils. Il faut dire qu'il y a 2 éléments nouveaux importants. C'est la loi qui est en train d'être votée au Parlement sur la présence des avocats dès la première heure de garde à vue, le fait que les entretiens en garde à vue désormais seront enregistrés, parce qu'effectivement, on saura enfin dans quelles conditions on obtient des aveux. Puis le deuxième aspect, c'est le fait qu'en matière d'assises, désormais, il y aura probablement un appel. En tout cas, on avoue facilement dans votre région, hein, puisqu'il y en a 2 qui ont avoué avant que ce soit votre fils. Ouais. Dans quelques instants, nous donnerons la parole à Christophe Thiozo, qui, dans son nouvel ouvrage Ma descente aux enfers, nous promet de terribles révélations sur sa vie, et nous parlerons de tout ce qu'il a vécu à travers un superbe reportage et l'interview qu'il nous accordera. Et dans quelques instants, si vous restez avec nous, l'affaire du Temple solaire, l'OTS, 74 morts, différentes enquêtes, bâclées pour certaines, je crois qu'on peut le dire. Bernard Nicolas, vous avez mené avec 2 de vos collègues qui vont nous rejoindre cette contre-enquête. Nous vous livrons tout ceci dans quelques instants en compagnie de tous nos invités, de Jamel, de Didier. À tout de suite. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Sans aucun doute. Révélation et contre-enquête, c'est le thème de cette émission. Dans quelques instants, reportage et entretien avec Christophe Thiozo à l'occasion de la sortie de son livre Ma descente aux enfers. Nous parlons tout de suite de secte, nous parlons de l'ordre du Temple solaire, en vous rappelant, s'il est besoin de vous le rappeler, que le Temple solaire a fait 74 morts et qu'on s'est aperçu pour la première fois qu'une secte pouvait tuer en France. Une enquête suisse, une enquête française. La première a conclu qu'il s'agissait d'un suicide collectif. L'enquête française vient d'être terminée. Bernard Nicolas, nous en aurons les conclusions prochainement, mais on se dirige apparemment, grosso modo, vers les mêmes conclusions, si je ne m'abuse. En tout cas, 16 morts,
tuées, enfin 14 personnes tuées par 2 adeptes qui se sont eux-mêmes suicidés. On se dirige vers ces conclusions-là. Alors tous les trois, vous-même et Arnaud Béda et Gilles Boulot qui nous ont rejoints, avez décidé, enfin vous n'avez pas décidé, c'est fait depuis le début du Temple solaire, vous enquêtez là-dessus, mais vous avez vraiment mené une contre-enquête en ce qui concerne les différentes conclusions et vous vous êtes aperçu, comme on l'a vu dans tous les cas qui ont démarré cette émission, qu'il y avait quand même des choses qui avaient été un petit peu bâclées, survolées, voire pas du tout, où il n'y avait pas du tout eu d'enquête là-dessus. Nous vous avons suivi dans cette contre-enquête. Regardez ce reportage de Camille Robio. Massacre, 74 morts, 74 membres de l'ordre du Temple solaire. Les enquêtes menées au Canada et en Suisse ont conclu à un suicide collectif. En France, après 4 ans d'instruction, le juge Fontaine vient de clore son dossier. Le parquet de Grenoble doit maintenant l'examiner. À ce jour, 2 personnes sont mises en examen pour association de malfaiteurs et recel. Des chefs d'accusation dérisoires au vu de ces 74 morts. Restent des familles endeuillées qui n'ont jamais voulu croire au suicide de leurs proches. Ma fille ne s'est pas suicidée puisque ce n'est pas elle qui a porté atteinte à sa vie. C'est démontré. Ma fille a eu la mâchoire cassée, qui me confirme une chose claire, elle n'est pas allée librement. J'ai clairement l'impression qu'on nous cache des choses. Depuis 4 ans, ces familles ont le sentiment d'avoir été trompées, égarées dans les méandres d'une enquête qui les dépasse. L'ordre du Temple solaire n'est pas qu'une simple affaire d'illuminés pris d'une soudaine folie suicidaire. De ça, ils en sont persuadés. Tout aussi convaincus, ces 3 journalistes, Bernard Nicolas, Gilles Boulot, Arnaud Béda. Il y a 6 ans, ils couvraient le premier massacre. Depuis, ils n'ont jamais cessé de s'interroger sur le déroulement des enquêtes, à commencer par la Suisse. L'enquête a pris une tournure très bizarre. Dès le 2e jour, toutes les pièces à conviction de la chapelle de Chéry ont été brûlées, sous le regard des journalistes et des caméras de télévision qui ont pu le filmer. 16 mois après le drame, les lieux des massacres ne sont pas protégés. Bernard Nicolas pourra entrer librement dans le chalet de Jody Mambro, l'un des gourous de la secte. 25 personnes sont mortes ici. Des livres, des cahiers jonchent le sol. Dans la cuisine, des aliments sont intacts. Des produits pharmaceutiques traînent sur un buffet. Rien n'a été prélevé pour analyse, alors que certaines victimes sont mortes empoisonnées. Pourquoi tant de négligence? Encore plus troublant, 2 jours après les massacres de Salvan et Chéry, un homme se présente aux enquêteurs suisses. Son nom, Michel Tabachnik, un chef d'orchestre de grande renommée. Mais Tabachnik, c'est aussi un membre influent de l'ordre du Temple solaire et un ami intime de Jody Mambro. Sur le procès-verbal de son audition, on peut lire « à ne pas joindre au dossier, étrange ». Il y a plusieurs explications possibles. Il y a l'explication officielle des autorités qui disent que c'est assez courant de mettre ce genre de tampon dans les procédures. Tabachnik étant un personnage public, n'étant entendu qu'à titre de témoin, on n'avait aucune raison de le suspecter dès les premières heures. Il y a la version officieuse à laquelle je me rattache plus, qui est qu'on a voulu, dès le départ, cacher des choses qui dérangeaient. Donc le protéger. En tout cas, ne pas l'ennuyer. 2 ans après, Tabachnik sera l'un des 2 hommes aujourd'hui mis en examen par le juge Fontaine en France. Mais curieusement, en Suisse et au Canada, personne ne sera inquiété. Officiellement, 53 personnes sont mortes lors d'un suicide collectif, dont Luc Jouret et Jody Mambro, les 2 gourous de la secte. Question, que savait-on sur ces 2 hommes? Beaucoup de choses. À commencer par leur casier judiciaire. Trafic d'armes pour l'un, escroquerie pour l'autre. Ils roulaient dans des voitures de luxe et brassaient des millions. Ce qui est troublant, c'est que du vivant de la secte et du vivant de Jouret et Di Mambro, jamais le fisc ne les a embêtés. Quand on pense que c'est difficile de cacher une plaquette de chocolat à un douanier suisse, on se dit, mais que faisait le fisc? Plus troublant encore, dès 93, les 2 hommes sont mis sur écoute téléphonique. L'apocalypse était prévu, comme en témoigne cet enregistrement entre Jouret et l'une de ses maîtresses. Il y a des choses sur ce qui se passe sur la planète. Pas celle-ci, l'autre.
sérieux. Alors là, les choses sérieuses, il faut passer par exemple. Pour ça, il faut absolument sortir de l'humain et accepter que je sache qu'on vivra quelque chose de fabuleux de l'autre côté. À notre connaissance, ni au Canada, ni en Suisse, ni en France, les services de police n'ont fait quelque usage que ce soit de ces renseignements. Et surtout, la question fondamentale, c'est aurait-il pu prévenir la mort des adeptes s'ils avaient exploité ça? La réponse est sans doute oui. À l'époque donc, officiellement, l'ordre du Temple solaire est mort avec Jouret et Dimambro. Mais un nouveau massacre vient démentir cette thèse. Le 23 décembre 1995, à Saint-Pierre-de-Chérennes, dans le Vercors, 16 personnes, dont 3 enfants, sont retrouvées carbonisées. Toutes sont membres de l'ordre du Temple solaire. En France, c'est la stupeur générale, et pourtant... Tout permettait de prévoir ce nouveau massacre. Thierry Huguenin, un ancien adepte, avait prévenu la police qu'un nouveau massacre se préparait, en vain. J'ai eu en ma possession, pendant quelques secondes, une lettre écrite par une personne qui est décédée dans le Vercors, qui annonçait ce fameux massacre. Et j'ai essayé de faire comprendre aux inspecteurs qu'un drame pouvait survenir d'un moment à l'autre. Et j'ai donné des dates précises. La police savait que des adeptes se réunissaient avant le massacre du Vercors. Et la police plaide évidemment la liberté de croyance de chacun et que ce n'est pas à la police de régenter les croyances et les religions. Au cours de cette émission, la famille Vuarnet entend ces révélations. Elle est stupéfaite. Dans le Vercors, cette famille a perdu 2 parents, Edith et Patrick. D'après les gendarmes, 2 des adeptes auraient tiré sur les 14 autres, déjà assommés par des sédatifs. Puis ils auraient mis le feu au corps avant de se suicider. Mais le mystère reste entier quant à la carbonisation des corps. On a retrouvé traces de petits bidons d'essence entre 10 et 20 litres. Comment, avec si peu d'essence, on pouvait brûler des corps en plein hiver, en pleine zone humide, avec de la neige autour, au point où on les a trouvés carbonisés. Le problème, c'est que les dernières expertises sont complètement contradictoires avec les premières. Ça n'est absolument pas satisfaisant pour les parties civiles. Là, il reste un point non expliqué, en tout cas mal expliqué. Autre anomalie relevée cette fois par Michel, le frère d'André Friedli, l'un des 2 tueurs présumés. Il ne croit pas que son frère ait pu assassiner. La totalité des tirs qui ont été faits avec une position droitière, si on peut juger comme ça. Donc je sais pas. Votre frère était gaucher. Mon frère était gaucher, oui. Les familles et les journalistes se posent des questions. Et si ces 16 adeptes avaient été assassinés? On peut imaginer qu'il s'agit d'une mise en scène et qu'un assassinat a été transformé par une mise en scène en suicide collectif. Dans ce massacre, l'autre tueur présumé est un policier, Jean-Pierre Lardancher. Et parmi les victimes se trouve Patrick Rostand, ami et collègue de Lardancher. Ces 2 policiers n'étaient-ils que de simples adeptes à la dérive? On peut se poser la question. En effet, on sait maintenant qu'ils se rendaient régulièrement au ministère de l'Intérieur. Qui voyait-il? Sur le sujet, veuillez questionner le ministère de l'Intérieur pour savoir ce qui se passait avec ces gendarmes-là. On nous a toujours dit non, il n'y a aucun intérêt à le faire. C'est hallucinant. Je ne comprends pas. C'est quand même pas très habile, parce que ça ne peut que conforter les parties civiles qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Au-delà des visites que rendaient ces 2 policiers, Lardancher et Rostand, au ministère de l'Intérieur, on note, nous, dans nos témoignages, les témoignages qu'on a recueillis, on note des allées et venues dans Paris, à différentes adresses. Lardancher et Rostand étant porteurs de grosses enveloppes, dont on ignore le contenu. De l'enquête, il ne ressort rien. Dans cette enquête, on croise aussi des personnages troubles. Par exemple, un policier qui convoque oralement des familles de victimes sans en aviser le juge Fontaine. Nous avons beaucoup de contacts avec les familles et elles m'ont téléphoné plusieurs fois pour m'expliquer des situations un petit peu curieuses. Par exemple, les pressions qu'elles avaient de la part de ce policier chargé de l'enquête pour abandonner leur poursuite. Que c'était inutile, que ça les conduirait trop loin et même que s'ils voulaient aller jusqu'au bout dans ce dossier, ça leur coûterait cher, donnant même comme exemple qu'une photocopie coûtait 3 francs. La famille Vuarnet recevra elle aussi un appel de ce même policier.
Cette personne ne venait pas rechercher des informations, mais venait faire la propagande de la thèse du suicide collectif. C'est affligeant. Dans une lettre datée du 17 avril 1997, adressée au juge Fontaine, Jean Vuarnet se plaint du comportement étrange de ce policier. Les familles parties civiles parlent même de piège. En effet, seul le juge est habilité à entendre les parties civiles sous peine d'entacher de nullité l'action en cours. Voulait-on saboter l'enquête? Quand nous avons pu discuter avec le juge Fontaine, il nous a réaffirmé sa confiance totale dans ce policier et il nous a même dit que c'était un homme remarquable pour lui. Du côté des victimes aussi, certains personnages ne disent pas tout, notamment un avocat. À l'époque du drame du Vercors, il force les portes pour prendre part à cette affaire. Il a sollicité plusieurs parties civiles. C'est pas le rôle d'un avocat. Quel est son intérêt? Pourquoi veut-il rentrer dans ce dossier? On se pose des questions. Est-ce qu'il a peur de quelque chose? Je me pose la question. Sa ténacité est récompensée. Les Vuarnet finissent par le prendre pour avocat. Mais au bout d'1 an et demi, il découvre que cet avocat est franc-maçon dans la loge Opéra, l'une des loges mères de l'ordre du Temple solaire. Voulait-on manipuler les Vuarnet? On s'est posé la question, est-ce qu'on continue à se faire défendre par cet avocat ou pas? Ceci dit, je suis pragmatique. J'ai regardé ce qu'a fait cet avocat depuis 2 ans et je peux vous assurer que c'est le seul, mais vraiment le seul, qui a posé les questions qu'il fallait pour essayer d'investiguer dans la partie, je dirais, la thèse commanditaire. Ultime rebondissement, Alain Vuarnet et son avocat viennent de demander officiellement le dessaisissement du juge Fontaine. Ces 4 années d'instruction pourraient alors être réduites à néant. Mais pour faire éclater toute la vérité, les familles sont prêtes à tout, même si cela devait leur prendre encore des années, car elles restent persuadées que leurs proches ont été assassinés. Je pense que les véritables responsables, ils sont dans la nature et aujourd'hui, comment vous dire, ils ont presque, à mon avis, réussi le crime parfait. Essayons de faire un peu de lumière maintenant sur toutes ces choses particulièrement louches. Arnaud Béda, bonsoir. Vous êtes donc journaliste et grand reporter à l'Illustré. Faisons un point précis sur les conclusions de l'enquête suisse. Le point précis est très vite fait. Les conclusions de l'enquête suisse concluent qu'il n'y a aucun témoin direct ou indirect et que les 2 massacres de Chéry et de Salvan se passent dans un huis clos total. Bernard Nicolas, il y a maintenant une enquête française. Il y a un juge, le juge Fontaine, qui s'en est occupé. Est-ce qu'il a eu les moyens suffisants pour mener une véritable enquête qui serait, non pas plus sérieuse, c'était pas mot, mais qui irait un petit peu plus loin que l'enquête suisse? Pour compléter le reportage que nous venons de voir, qui est un résumé effectivement de ces 4 ans d'instruction, dans notre propre démarche, il ne s'agissait pas d'accabler le juge Fontaine. C'est un magistrat qui a fait son travail, je pense, le plus honnêtement possible. C'est un homme intègre, nous en sommes persuadés. Simplement, on ne lui a donné aucun moyen. Il est anormal, en tout cas je le pense, je ne sais pas, Maître Bergès pourra nous confirmer compte tenu de son expérience, mais que dans une affaire criminelle hors du commun, avec 16 morts, tous tués par balle, un crime mystérieux, s'il en est, on nomme un seul juge d'instruction et qu'il y a eu en tout et pour tout un seul policier pour enquêter sur commission rogatoire pendant 4 ans. Au-delà de ça, ce magistrat avait le travail quotidien d'un juge d'instruction. On le submergeait pas de dossier, évidemment. Il ne pouvait pas s'y en occuper à plein temps. C'eût été trop gros. Ouais. Mais il avait le travail de la petite délinquance quotidienne à faire. Et donc, il ne pouvait pas travailler exclusivement là-dessus. Est-ce qu'il a été menacé? Il dit l'avoir été, effectivement, à partir d'une certaine époque, aux alentours de 1997. Le policier qui travaillait avec lui a fait savoir également qu'on leur avait conseillé de faire attention lorsqu'ils empruntaient telle ou telle piste. Alors revenons sur ce policier, le seul et unique collaborateur donc, du juge dans cette enquête. Il va voir des témoins, il demande des interrogatoires. Et il n'en a pas le droit, c'est quand même assez douteux, ça. Alors oui, là, c'est un point essentiel pour nous. Toute l'enquête parisienne autour des 2 policiers morts dans le Vercors et qui avaient à l'évidence d'autres complices dans la police, c'est ce que nous révélons dans notre livre notamment, l'enquête sur ces 2 policiers n'a pas été faite. Alors, est-ce que ce policier qui téléphone aux parties civiles en les dissuadant de poursuivre leur plainte,
en tout cas en leur demandant de les retirer. Ce policier qui dit que Arnaud et moi-même sommes des auteurs de romans policiers, que l'ADFI, que nous connaissons bien, nous venons de voir la présidente Janine Tavernier, qui est souvent venue dans vos émissions, Julien, est la présidente d'une secte anti-secte. Les gens se posent quelques questions. Mais alors, lorsqu'il téléphone aux parties civiles, lorsqu'effectivement il veut les entendre à l'insu du juge, alors qu'il doit savoir en tant qu'officier de police judiciaire que ça peut entraîner la nullité de la procédure, il ne franchit pas la porte du ministère de l'Intérieur, qui a été franchie par ses 2 collègues morts, pour essayer d'aller voir qui étaient ses contacts au sein du ministère. Tout ceci nous a fortement troublés. Nous l'avons écrit et nous pensons que le juge Fontaine s'est fourvoyé, je l'affirme ce soir, s'est fourvoyé en faisant confiance à ce policier. Et lorsqu'il enquête sur un personnage sulfureux qui s'appelle Raymond Bernard, qui fut grand maître d'un ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, qui a été une des loges qui a accueilli en son sein Jody Mambreau, leader de l'ordre du Temple solaire, la morgue qui a inspiré les rituels au sein de l'ordre du Temple solaire. Et ce monsieur, Raymond Bernard, a fait l'objet d'une enquête financière notamment, et on s'est aperçu que ses comptes en banque, ainsi que ceux d'une association qu'il dirigeait, étaient alimentés par la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun, et directement par le président de la République du Cameroun, Paul Biya. Nous expliquons que si M. Biya est aussi généreux avec Raymond Bernard, c'est qu'il fait lui-même partie de la morgue. Les Rose-Croix, on peut le dire par extension, détiennent une partie du pouvoir au Cameroun. Je voudrais donner la parole à Gilles Boulot, journaliste à TF1 qui mène ses contre-enquêtes et ses enquêtes sur le Temple solaire. Quel est votre regard général sur cette enquête franco-suisse et surtout qu'est-ce qui reste de tout ça maintenant? Parce qu'il y a tellement d'informations, de contradictions, de bizarreries, de non-dits. Au bout du compte, quelle est la conclusion là pour ce soir? Concrètement, c'est très simple. Il y avait 570 membres répertoriés dans cette secte. 74 personnes sont mortes. Il en reste environ 500. Des membres très motivés, des compagnons de route. Ils sont dans la nature, en France, en Belgique, au Canada, en Martinique. Que sont-ils devenus? Que vont-ils faire? Ne vont-ils pas à nouveau se supprimer? C'est une question qu'on peut se poser, puisqu'ils l'ont déjà fait dans le Vercors en 95, et puis ils l'ont refait en 97 à Saint-Casimir. Là encore, il y a 5 personnes qui sont supprimées. Ça, c'est la première comptabilité qu'on peut faire. La deuxième comptabilité, c'est celle qu'a fait la justice. Elle a entendu, elle a écouté, elle a expertisé, et elle a mis en examen 2 personnes qui ont des profils tout à fait différents. Le premier, c'est un pharmacien de Brest, un grand compagnon de Luc Jouret, qui était l'un des 2 leaders de la secte. Et ce pharmacien avait une particularité, c'est qu'il vendait une petite trousse de survie, un petit kit très cher aux adeptes dans l'attente de l'apocalypse. On leur avait promis que les centrales nucléaires allaient exploser, alors il y avait de quoi se protéger contre les radiations atomiques, et il y avait des choses comme ça. Ça, c'est la première personne qui est mise en examen. La deuxième, c'est ce chef d'orchestre dont on a parlé dans le reportage, qui s'appelle Michel Tabachnik, qui lui aussi est mis en examen. Leur procès, 6 procès il y a, aura lieu à la fin de cette année, au début de l'an 2000, si cette chose-là se produit. Et donc, voilà, judiciairement, cette montagne, ces 74 morts, a accouché d'une souris. On est d'accord, Arnaud, que le Temple solaire existe toujours? Oui, il existe toujours. Il y a des adeptes qui se réunissent au Québec, notamment aux alentours de la ville de Québec. Et il existe d'ailleurs au Québec encore légalement, si vous allez au registre du commerce, l'ordre du Temple solaire existe encore, il n'a pas été dissous. Alors, comme vous avez mené une contre-enquête et comme dans les autres reportages, on a vu des particuliers, entre guillemets, ou des journalistes, un détective privé, c'est différent, mais amène des éléments nouveaux. La question que je pose, moi, à Maître Didier Bergès, c'est... Admettons que et ça doit peut-être être le cas, dans le livre d'ailleurs que je vous présente, l'ordre du Temple solaire, les secrets d'une manipulation par les 3 journalistes qui sont sur ce plateau ce soir. Admettons que vous ameniez dans ce livre, sans prévenir personne, des preuves qui auraient échappé au juge. Est-ce que c'est une vraie valeur? Est-ce que le juge, en le lisant, dit « je rouvre, j'enquête, je... » Oui, il y a 2 types de preuves. La preuve, il y a la preuve matérielle. C'est un document, c'est une lettre que vous avez trouvée en fouillant sur les lieux du crime ou du suicide. Vous trouvez un document, vous en faites état, le juge vous en réclame la production parce qu'effectivement vous devez vous en dessaisir, vous ne sauriez garder une preuve que vous avez matériellement entre les mains. Mais généralement le travail journalistique c'est tout à fait autre chose, ça consiste à aller entendre des gens qui sont témoins. Donc le journaliste n'est jamais lui la preuve. Il a entendu un témoin, quelqu'un qui lui a dit que. Mais seuls les officiers de police judiciaire ou les juges d'instruction peuvent recevoir une déposition d'un témoin. C'est-à-dire que le piège pour le journaliste, c'est le bavard
sur un zinc de café qui se vendent devant tout le monde. Ah, moi j'en ai bien vu, mon bon, et j'en sais des choses. Puis ensuite, parce que finalement on apprend que la personne bavarde, le juge d'instruction le fait venir, il dit maintenant déposez. Et là la personne, c'est plus rien. Tant que la personne n'a pas déposé devant le juge d'instruction entre les mains des services de police, c'est pas une preuve. Vous avez un site internet ? Oui, nous avons un site internet, alors je vais vous le préciser parce qu'il est tout nouveau, sur lequel effectivement nous sommes tout à fait prêts à recevoir de nouvelles informations qui pourront peut-être nous amener à d'autres investigations. Alors c'est www.ecoverup, en un seul mot, .com. Merci Bernard, merci à tous les trois et à bientôt donc pour les nouvelles évolutions sur l'OTS et les sectes en particulier. Mais il nous reste beaucoup de choses à voir dans cette émission. Dans quelques instants,